Amis téléspectateurs, téléspectatrices de l'Intelligent TV, nous sommes au premier jour du Salon international du livre d'Abidjan, rencontre des écrivains et tous ceux qui interviennent dans l'industrie du livre ici au Salon. Alors, dans notre rubrique Parle-moi de ton livre, nous allons à la rencontre de Ondri Ondri Hervé, qui est l'auteur de Comment Drogba m'a sauvé. Alors, suivez-moi, on va échanger avec lui pour qu'il nous parle de son livre, Comment Drogba l'a sauvé. Drogba footballeur, comment ce talentueux joueur ivoirien l'a sauvé. On en parle maintenant. Alors, bonjour Monsieur Ondri. Bonjour monsieur, très bien. Alors, Silla 2024, comment ça se passe? Si la 2024 vient de débuter aujourd'hui, vous constatez avec moi que tout se passe bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Alors, votre livre est intitulé Devenu esclave, comment Drogba m'a sauvé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre-là? Bien, il faut dire que ce livre, c'est un livre autobiographique qui relate le vécu de l'auteur que je suis, Hervé Ndri. C'est une aventure qui va tourner au vinaigre, qui devient plutôt euh, l'enfer pour moi. Donc je sors de cet enfer avec le nom Didier Drogba, grâce à ce footballeur, je dirais, emblématique, voilà, qui par son nom, j'ai dit tout simplement le nom de Drogba Didier pour avoir la grâce afin de pouvoir retourner chez moi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a permis à écrire d'abord ce livre, ce témoignage, afin de pouvoir sauver bon nombre de jeunes aujourd'hui qui rêvent d'aller de l'aventure euh, de l'autre côté. De façon simplifiée, est-ce a dit que si je tente l'aventure, est-ce que le nom de Drogba peut me sauver en tentant l'aventure? Bon, pour ma part, je dirais que ça a été un miracle pour moi parce que avant même de dire le nom de Drogba, j'ai tenté à deux reprises en disant tout simplement que je viens de la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, celui qui devrait m'aider ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Et bien vrai même que j'ai parlé dans le dialecte en disant tout simplement euh, Sarlaj. Sarlaj en arabe, ça veut dire Côte d'Ivoire, éléphant. Mais le monsieur, il m'a dit non, Mafi Malou, Mayaraf, il ne connaît pas. Donc, c'est par coup de chance, en disant tout simplement Didier Drogba, et ça m'ouvre les portes et je sors de la prison. Mais je ne dirais pas que ce nom va toujours continuer à opérer des miracles, parce que je ne m'y attendais pas. Voilà, le fait même de penser, mais et si je disais le nom de Drogba, parce que pour moi, c'est un nom qui est connu en Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières. Mais ça a été une plus grâce. C'est vrai que d'autant disent que souvent quand ils se retrouvent dans des pays, ils se retrouvent dans des situations un peu compliquées, ils disent le nom de Drogba. Même le président de la République il avait expliqué une fois qu'il était en Angleterre, quand il a dit Drogba is country, et automatiquement les gens ont su de quel pays il venait. Voilà, ça c'est lui-même le président de la République. Je ne dirais pas que tout le monde va utiliser ce nom pour être toujours sauvé comme mon cas. Voilà. Parlons du Silla. Le Silla, quelle est l'importance pour vous Je dirais Silla est bienvenu. Le livre a été présenté depuis le 15 décembre 2023. C'est vrai que nous avons eu à tourner un peu à travers des panels qu'on organisait, mais aujourd'hui, je dirais c'est une opportunité, une occasion pour nous, avec ce beau monde que nous voyons, qui viennent de partout, de découvrir voilà, ce petit projet-là qui est intitulé Migrant devenu esclave, comment Drogba m'a sauvé. Donc c'est une grande opportunité pour moi parce que si je dirais j'avais eu cette opportunité depuis l'année passée, je pense qu'aujourd'hui le livre allait faire ses effets.
Mais du fait même que j'ai eu l'occasion d'être là aujourd'hui, je pense qu'au sorti d'ici, l'objectif sera vraiment atteint. C'est votre première œuvre littéraire. Oui, tout à fait, c'est le premier livre, mais j'espère qu'après ça, il y aura d'autres projets encore qui vont suivre. En tout cas, merci beaucoup, Ndri Hervé, et puis bonne continuation, beaucoup de courage, et puis bon salon à vous. On va prendre congé de vous pour retrouver d'autres auteurs pour nous parler de leurs livres. Alors, à très bientôt. Alors, chers téléspectateurs, nous allons faire mouvement vers le stand vers ce stand édition Encre Bleue. Et là, nous voyons Monsieur Charles Paiement, très connu dans le milieu. Bonjour, Monsieur Charles. Bonjour, Intelligent TV. Merci, ça montre que vous nous suivez au quotidien. D'accord. Toutes les initiatives publiques et privées, moi je suis parce que je pense que toutes les bonnes volontés doivent être accompagnées. Toutes les bonnes volontés doivent être accompagnées. Alors, nous, aujourd'hui, ici aussi, là, on a cette rubrique-là qui est intitulée « Parle-nous de ton livre ». Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier livre qui est sorti? Je vais vous proposer mieux que cela. Je suis éditeur et j'ai de grands auteurs avec moi. Et donc, parle-nous de ton livre, ça va être plutôt ce livre-là. Côte d'Ivoire, sujet sensible. Et si vous regardez bien le visage de l'auteur derrière, vous saurez que c'est M. Angel Kwasi qui est là. Donc je préfère que l'interview se passe avec lui. D'accord, chers téléspectateurs, l'interview va se passer avec cet homme pour nous présenter son œuvre littéraire intitulée Côte d'Ivoire, sujet sensible. Alors, M. Kwasi, qu'est-ce que Côte d'Ivoire, sujet sensible? Comme le titre le dit, nous sommes dans un pays, comme dans tous les pays du monde, il y a des zones interdites et peut-être pas interdites, mais qu'on a tabou. Moi, j'estime que quand on est dans un pays et qu'on veut que le pays avance, il faut aborder tous les sujets et puis essayer dans la mesure du possible d'apporter des solutions. Il n'y a que de cette seule façon que le pays peut avancer. Il n'y a pas de sujets intéressants à aborder parce qu'ils ne sont pas complexes dans leur résolution. Tous les sujets doivent être abordés et donner l'opportunité à ceux qui les vivent de proposer des solutions durables. Alors, si tous les sujets doivent être abordés selon vous, il y a certainement des sujets qui sont tabous, qui peut-être mettent à mal le pays. Alors, quels sont ces sujets qu'il faut évoquer sans faux fuyant? Bien. J'ai parlé, par exemple, dans ce livre, j'ai choisi 10 sujets qui n'ont pas de relation particulière entre eux. J'ai parlé, par exemple, des mariages interethniques qui sont un argument essentiel pour la réconciliation nationale. J'ai parlé aussi du respect de la loi qui est une condition essentielle pour se développer. J'ai parlé du bilan du multipartisme, ça fait maintenant bientôt 34 ans. Non, pas bientôt, depuis 34 ans, puisque les 34 ans sont passés. Le multipartisme ne produit pas les effets, les résultats que l'on attend. Il est temps que les Ivoiriens, les Africains songent à trouver des systèmes qui sont propres. Et dans la même ligne, j'ai abordé aussi le sujet, j'ai fait une proposition de nouvelle gouvernance pour la Côte d'Ivoire qui ne s'appuie plus sur les partis politiques. C'est entre autres les sujets que j'ai abordés. Et le livre est sorti depuis quand? Il est disponible, il vient à peine de sortir de chez l'éditeur. On n'a pas encore fait la présentation officielle, c'est-à-dire la dédicace n'a pas encore eu. Nous pensons qu'après le SILA, nous allons nous donner quelques semaines ou bien même un mois pour pouvoir faire la dédicace et le au public. Voilà. Alors parlons du SILA. Pour vous, quel est l'apport du SILA dans l'éducation de nos enfants qui aujourd'hui, ça donne beaucoup à l'internet, sont beaucoup connectés sur les réseaux sociaux, la place du SILA? Bon, il faut dire qu'on a l'habitude de dire que qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas lire. C'est pas faux, mais quand il y a un problème qui se pose, il faut chercher la cause. Les gens n'aiment pas lire parce que nous n'avons pas
une culture de lecture. On a beau dire, le temps est passé, mais les Africains sont toujours restés beaucoup plus attachés à l'oralité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la télévision, tout ce qui n'est pas lecture, attire beaucoup plus l'attention des enfants et des jeunes gens. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler fort pour inverser la tendance et faire en sorte que de plus en plus les enfants soient attirés à la lecture. Donc je crois que si chacun à son niveau, au niveau familial, joue le jeu et permet à son fils ou à ses enfants de lire, il est tout à fait normal que les phénomènes vont s'amplifier de famille en famille pour qu'au niveau national, cela puisse produire un effet. Donc le SILA, l'important du SILA, c'est de montrer aux jeunes gens qu'il n'y a pas seulement que la télé, il y a les livres, puisque de toute façon, quand ils vont à l'école, les livres qu'on leur donne sont des livres suffisamment ciblés. Or ici, il y a toute une variété de livres qui leur permettent, qui leur permettent de pouvoir faire leur ouverture d'esprit, de sorte à pouvoir avoir une idée sur l'ensemble des problèmes qui les environnent. Alors, merci M. Kwasi, merci de nous avoir présenté votre livre Côte d'Ivoire, sujet sensible. Alors à la première de couverture, je vous montre, on a l'image du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et ensuite du deuxième président, Henri Konan Bédié, et ensuite le président Laurent Gbagbo, le président Alassane et également le chef d'État Robert Gueye. Alors je vous invite à lire ce livre et vous pouvez vous le procurer ici aussi là, qui est à sa 14e édition. Ah bon. Alors, chers téléspectateurs, on me dédicace ce livre. J'ai un stylo ici. Alors. L'intelligent TV, par ma voix, vous dit merci. Tout à l'heure de Yamsoukro pour ça. Et je remercie plutôt mon éditeur de m'avoir fait cette belle passe. Voilà. Comme quoi, je sais que le SILA sera un succès pour moi. Alors, chers internautes, on vous invite à suivre l'Intelligent TV Ange Quadio. On vous invite à suivre l'Intelligent TV, diffuseur officiel du SILA 2024. Tout à l'heure, nous allons aller vers un autre auteur en attendant que le livre soit dédicacé. Côte d'Ivoire, sujet sensible. Livre écrit par M. Kwasi Angelbert. Alors, nous continuons nos visites des stands, nous continuons la rencontre avec les auteurs, mais avant, on marque un arrêt pour vous montrer le stand de l'Intelligent TV. Oui, l'Intelligent TV est ici dans le cadre de ceci-là. Alors, Khalil, oui. Comment tu vas? Salut Ange, je vais bien et toi? Ah, super bien. Alors, tu es là. Juste là derrière, il y a le stand de l'Intelligent TV. C'est dit que l'Intelligent TV est présent dans ce SILA 2024. Effectivement, l'Intelligent TV est présente de fort belle manière dans ce SILA 2024. Il faut savoir que l'Intelligent TV, c'est la télévision officielle de ce salon. Télévision officielle pour dire que c'est l'unique chaîne, le seul canal à travers lequel on peut avoir toutes les informations relativement à l'organisation de ce SILA. Qu'est-ce qu'on aura durant les 5 jours pendant lesquels on va assister à plusieurs articulations de cet événement. Et là, c'est le studio qui a été érigé, le studio de l'Intelligent TV qui a été érigé à l'occasion pour présenter l'un des 3 programmes que nous allons servir à nos téléspectateurs. Il s'agit de la télé du SILA, un entretien d'environ 30 minutes. Super. Avec un acteur majeur de l'industrie du livre pour parler de ce secteur qui fait beaucoup jaser, que ce soit en Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Et puis en plus de la télé du SILA, on aura aussi Parle-moi de ton livre
ce programme que Ange Quadio est en train d'animer actuellement, une capsule, on va dire d'environ 15 minutes. On offre une occasion, une opportunité à un auteur présent ici, aussi là, de parler de son œuvre, de nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage, de quoi parle cet ouvrage et quel est le message qui est derrière la trame qui est raconté dans l'œuvre. Et puis le troisième programme, c'est bien sûr un documentaire d'environ 26 minutes qui sera produit au quotidien par S'appelle Monet et qui va retracer un peu tout ce qui se passe ici au salon du livre, le salon international du livre d'Abidjan. Voilà un peu ce que propose l'Intelligent TV à ses téléspectateurs à l'occasion de ceci-là, en rappelant que l'Intelligent TV, c'est la télévision officielle du SILA 2024. L'Intelligent TV a marqué le gros coup sur ceci-là, quand on sait que le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, l'Intelligent TV de Total Communicateur, est un écrivain, un mordu des livres, c'est un passionné de la lecture, donc il ne pouvait que associer l'image de ces entreprises à cet événement. Alors Khalil, parlant de DG, il a produit 3 ouvrages. Un ouvrage intitulé Mon histoire avec Laurent Gbagbo. Il a produit un autre ouvrage qu'on appelle Championne l'enjailleuse. Et puis les instants de vie, c'est son tout premier ouvrage. Voilà, c'est ce qui a ouvert la voie aux autres ouvrages. D'accord, je rappelle que Championne l'enjailleuse, c'est le dernier bébé de M. Alafé Ouattili. On sait qu'il est toujours au laboratoire pour nous proposer quelque chose. Mais en attendant qu'il nous propose cela, moi je vais te laisser la main pour aller à la découverte d'autres auteurs, d'autres mordus du livre. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup Ange. Okay, merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit, nous allons partir à la rencontre d'un autre auteur présent ici au Salon international du livre d'Abidjan qui est à sa 14e édition cette année. Le salon a démarré ce mardi 14 mai 2023 et il prendra fin le samedi prochain dans 4 jours, le 18 mai 2024, ici au parc des expositions de Port-Boué, un salon qui a pour objectif, on va le dire, promouvoir l'industrie du livre ici en Côte d'Ivoire, inciter les uns et les autres à la lecture et puis à l'écriture. Alors nous allons vous emmener vers une auteure de la littérature en Côte d'Ivoire, Mawa Bakayoko. Une des illustres auteurs de la littérature ivoirienne. Nous sommes avec elle. Elle se nomme Mawa Bakayoko. Vous pouvez le constater sur ces images. Production littéraire qui porte sa signature. Je vois ici Mansa Djurutabali qui signifie le roi qui ne voulait rien devoir à personne. Je vois également ici le chapelet de misère. Ce sont des ouvrages, quelques ouvrages qui ont été écrits par Mawa Bakayoko à qui nous allons tendre le micro de l'Intelligent TV. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va très bien. Alors, Mawa Bakayoko, est-ce qu'on peut savoir un peu l'intérêt de votre présence ici au Salon international du livre d'Abidjan? Tout simplement en tant que maillon de l'écriture, maillon de cette industrie-là, il était absolument nécessaire que je sois là. Raison pour laquelle je suis présente à cet important rassemblement annuel des acteurs du livre. C'est ce qui explique ma présence ici. Mawa Bakayoko, c'est aujourd'hui combien de livres, combien de productions littéraires? 14 livres. 14 livres. 14 livres, dont les 2 derniers, les jumeaux, comme je les ai surnommés, ma première bande dessinée, Sabalon, L'homme aux 3 sciences, et Le chapelet de misère, le roman qui est sorti il y a seulement quelques jours. Et donc, on vient faire le baptême ici à la faveur de ceci-là. 14 livres, des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, ou c'est quoi? Mon identité littéraire, c'est le roman. Donc, je suis romancière, il y a plus de romans, mais il y a également des recueils de nouvelles. Je n'exclus pas de faire du théâtre, des pièces de théâtre ou de la poésie, mais essentiellement, je suis dans le roman. Est-ce que je peux m'asseoir un instant? D'accord. Alors, Mawa Bakayoko, si on vous demandait, on vous donnait l'occasion de présenter au public l'un de vos ouvrages, ça serait lequel?
Ben, j'ai l'embarras du choix, mais comme je disais que je venais de mettre au monde 2 nouveaux bébés, ben, on va parler du dernier. J'en ai 14 œuvres avec, je dirais, l'attachement de la mère à toutes ces œuvres. Mais le nouveau-né, il faut encore le chouchouter. Je prendrai le chapelet de misère. Le chapelet de misère, voilà. C'est ce roman, cet ouvrage qui est là. On voit un chapelet à l'image. Alors, de quoi parle cet ouvrage? Alors, cet ouvrage de 260 pages est je dirais, un thriller psychologique qui met en scène 4 figures importantes féminines, des femmes chacune avec leur drame, avec parfois des histoires similaires, mais dont l'appréhension ne sera pas pareille. Elles vont mener des combats identiques, mais parfois, à la base, elles ont le même combat, mais l'issue sera antinomique parce qu'elles ne verront pas la même résolution, la même manière de résoudre ce problème-là. Le chapelet de misère part d'un fait divers banal. Une jeune fille qui a été, je dirais, mariée de force. Elle, élève en première C, brillante scientifique qui rêvait de devenir pilote d'avion, qui est mariée au forceps par son père, un raté de la société, va prendre sa revanche sur la société. Mais alors, la grande question qu'on se pose à la fin de cette œuvre, est-ce qu'on se laisse dominer par le mal lorsqu'on a reçu autant de coups? Comment vous répondez à cette question? Mais je laisse au lecteur la latitude de répondre. Moi, j'ai ma réponse. J'aimerais laisser cette latitude à tous ces lecteurs-là, tous ceux qui auront l'occasion d'ouvrir le chapelet, de se faire la petite idée et de nourrir la réflexion ensuite. On vous a entendu dire qu'il s'agit de 4 figures féminines. Pourquoi des figures féminines? Des figures féminines parce que c'est la narration qui l'exigeait. Il y a des hommes effectivement qui rentrent dedans, mais ces figures-là étaient appropriées pour développer l'idée première, c'était de montrer ces drames-là vécus dans les familles, parce qu'il est question également d'inceste, il est question de trahison, il est question de plusieurs éléments qui touchent la gente féminine. Et donc ces 4 figures-là étaient là pour que ce soit elles qui viennent étayer mes idées. Vous avez l'impression que la femme souffre plus en société que l'homme, c'est ça? Ah oui, au départ. La preuve en est la lutte pour les droits des femmes. On n'a pas de lutte pour les droits des hommes. Parce que la base, effectivement, nous avions des droits qui ne nous étaient pas acquis. Des droits pourtant naturels. Comme j'aime à le dire, aujourd'hui, le droit des femmes, c'est le droit des humains. Ce n'est pas lié seulement aux gens. Simplement, quand on est humain, on a droit de vie, on a droit de vote, on a droit d'être payé au même titre que l'homme quand on a travaillé pareillement. Donc, les droits des femmes, c'est les droits des humains. Et donc, ce combat-là, on va le mener tant qu'il y aura un droit à conquérir quelque part. Maintenant, si le combat doit se mener de manière, je dirais, vice-versa après, on verra. Mais pour l'instant, c'est des femmes dont les femmes ne bénéficiaient pas de leurs droits. Vous écrivez sur le mariage forcé. On écrit plusieurs fois sur le mariage forcé, mais c'est un phénomène qui existe toujours dans nos sociétés. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que vos messages ne portent pas ou c'est quoi le problème? Il faut dire qu'au fil des ans, parfois les versions changent, mais le fond, il est là. Donc, c'est dire quoi? Quand un combat est mené qui n'est pas encore abouti, moi je dis par exemple, on parle d'éradication de la polio. Tant que ce n'est pas éradiqué, on continue. Il y a des poches de résistance, l'intensité n'est pas pareille qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais il y a toujours des poches de résistance qu'il faut éradiquer et c'est ce combat-là qu'on mène. D'accord, c'est bien noté. Alors, pour terminer, quel est le message qu'on devait retenir dans l'ensemble pour cet ouvrage? Alors, c'est effectivement, je dirais, des tracas de femmes, mais il y a de l'espoir derrière. Il y a de l'espoir parce qu'on ne doit pas se laisser dominer par le mal. Le mal ne doit pas prendre le pouvoir sur nos vies. Quand on te fait du mal, on répond par le bien. Et le karma qui revient est positif. Il ne faut pas finir par le mal parce qu'on t'a donné du mal. Il faut plutôt positiviser les choses et se dire que j'ai reçu un coup, mais ce coup-là, ça m'a bonifié, ça m'a rendu forte. Et c'est de cela qu'il s'agit dans cette œuvre.
Alors, vous l'avez entendu, les coups que nous recevons ne doivent pas nous conduire à poser des actions nocives à l'endroit de notre semblable, mais ces coups doivent être plutôt des moyens pour nous de nous bonifier, de nous projeter, d'aller de l'avant dans la vie en société. Nous étions avec une illustre auteure de ce pays, de ce continent. Mawa Bakayoko, qui nous a présenté son dernier bébé littéraire intitulé Le Chapelet de Misère. Elle n'est pas la seule ici, ils sont nombreux, les auteurs qui sont venus pour présenter leurs ouvrages littéraires au public ivoirien et même africain. Nous allons donc nous conduire vers un autre auteur ici, aussi là, pour la suite de ce temps d'antenne. Alors, on va maintenant à la rencontre d'une autre figure féminine de la littérature en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Yvonne Boussou. C'est elle que vous voyez à l'écran. Elle est venue ici également au SILA 2024 pour présenter son ouvrage intitulé J'ai mes premières règles. On va chercher à savoir de quoi s'agit-il exactement dans ce bijou littéraire. Madame Boussou, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de venir à ce SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, pour présenter ce bijou littéraire. Dites-nous de quoi s'agit-il dans ce livre? Ce livre, il s'agit des menstruations ou plus des règles. Je crois que le mot est plus fédérateur. Parce qu'en général, il y a une communication dans les familles. Et j'aurais aimé lever ce tabou-là. Et de manière ludique, un univers pédagogique et ludique, et parler donc du livre, des premières règles, ce qui se passe dans le corps de la jeune fille, qu'elle n'a pas à avoir peur, que c'est un élément physiologique naturel. Voilà. Donc c'est pour enlever un peu le fait je vais mourir, le fait surprise, qu'est-ce qui m'a être vraiment prête pour ce qui se passe dans son corps et savoir réellement ce qui se passe dans son corps. Voilà. Alors, vous voulez lever un tabou pour ce qui est des menstruations. Alors, comment est-ce qu'on devrait comprendre le fait qu'on ne parle pas? Justement, là honnêtement j'ai fait des recherches, je pense que c'est culturel, c'est tradition aussi. C'est culturel, il y a beaucoup de stéréotypes. On ne peut pas faire ci, quand on a des règles on ne peut pas faire ça. Donc du coup je pense que les gens n'en parlent pas, même les parents, je ne sais pas, il y a un blocage. Il y a un blocage, moi je pense que, je dis, c'est marginalisé, c'est des stéréotypes. Et il faut absolument lever ce tabou-là parce qu'avant, quand je parle d'avant, c'est peut-être 40, 50 ou 60 ans, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, les règles étaient célébrées. Il y avait des rites où on mettait du kaolin, notamment dans le centre de la Côte d'Ivoire, ça existait. Donc si on pouvait revenir un petit peu à nos bases, je pense que ça pourrait peut-être aider ces petites filles-là à vraiment sortir de leur peur, voilà, et de savoir que les règles, le sang, c'est pas un sang sale, c'est pas un sang tabou, mais c'est une énergie de vie. Parce que sans les règles, on ne serait pas sur la terre. Donc déjà, voilà. C'est un message qui est uniquement adressé aux jeunes filles, c'est ça? Parce qu'on voit sur la première page de couverture et aux garçons. Comment ça? Parce que les règles, c'est juste la manifestation, c'est la puberté. Au moment de la puberté, les garçons aussi, ils ont des changements dans leur corps. Ok, chez les petites filles, c'est plus visible parce qu'on a les règles. Mais chez les garçons, on a la voix qui change. On a de la pilosité aussi sous les aisselles et sur le pubis, donc c'est pareil. On a un grossissement des testicules et du pénis, donc c'est à peu près la même chose. Donc, au milieu du livre, on en parle un petit peu. Ce livre, c'est le fruit de 3 années de recherche. Donc j'ai interrogé beaucoup de petites filles et beaucoup de petits garçons. Et pour les petites filles, je leur ai dit, si les garçons savent, est-ce que vous serez plus à l'aise? Effectivement, elles me répondu oui, parce qu'en général, les garçons se moquent. Et depuis que les garçons ont commencé à lire ce livre-là, parce que je fais des ateliers, mère et fille, mais plutôt en France, pas ici, parce que c'est là-bas que je suis basée, les garçons sont plus compatissants. En fait, on pense qu'ils sont réfractaires, mais pas du tout. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ce livre, moi, je le préconise à partir du CE2. Donc je me dis, si on veut créer une société égalitaire et qu'à cause de nos attributs féminins, on ne peut pas aller à l'école ou aller de l'avant, parce que selon les chiffres de l'UNESCO, une fille sur 10 en Afrique subsaharienne ne va pas à l'école. C'est juste 1 sur 10, mais en Afrique subsaharienne, il y a 54 pays. Donc ça fait plus de 100 et quelques filles qui ne vont pas à l'école chaque année par rapport à leur menstruation. C'est beaucoup trop. 3 années de recherche pour produire ce livre. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile pendant ces 3 années?
avoir les informations parce que justement, personne n'a envie de se livrer. Personne n'a envie d'en parler. Mais en même temps, il faut que je vous dise que moi, je viens d'une famille de gynécologues en fait. Donc je m'inscris dans le sillage en fait de mon père. Et moi, j'ai pas eu de problème quand j'ai eu mes premiers menstrues parce que la communication était pratiquement tous les jours. Et quand je vois des petites filles, des histoires où il y a des petites filles qui se suicident, notamment au Kenya où il y a une petite fille qui s'est pendue à cause de ces règles, je trouve que c'est un peu trop. Donc à un moment, il faut mettre un stop et puis il faut en parler. D'accord, Madame Yvonne Boussou, nous sommes à la fin de ce mini-entretien. On vous donne l'occasion de nous dire en quelques mots ce qu'on devrait retenir dans l'ensemble dans cet ouvrage. Ce qu'on doit retenir, c'est que le sang des règles n'est ni un sang sale, ni un sang tabou, mais au contraire une énergie de vie. Merci beaucoup pour cette énergie de vie qui nous a permis de vous interroger sur votre ouvrage. Merci beaucoup et puis bon salon à vous. Merci infiniment. Je crois que nous allons nous arrêter là pour ce qui est des auteurs du SILA 2024 ici au parc des expositions de Port-Bouët au sud d'Abidjan. Et là, nous allons passer la main à Ange Quadio qui a ouvert l'antenne pour la fermer. Ange Quadio, je te passe le relais pour la suite et la fin de ce temps d'antenne. Alors, merci beaucoup Khalil, merci de m'avoir relayé juste le temps pour moi de souffler un peu, puis d'avoir côtoyé ces auteurs-là qui vous ont présenté leurs différents ouvrages. Merci beaucoup et puis on se dit à demain. Merci Ange. Merci. Alors, chers téléspectateurs, j'ai été ravi d'être en votre agréable compagnie en cette première journée du SILA 2024 qui est sa 14e édition. Demain, ce sera la cérémonie officielle de lancement du SILA ici au Parc des Expositions et nous vous donnons toujours rendez-vous ici au Parc des Expositions pour vous permettre de connaître ces auteurs-là que vous rêvez de voir, que vous ne voyez pas. Oui, l'Intelligent TV vous donne l'occasion de les connaître, d'échanger avec eux. Oui, venez aussi là, mais également suivez l'Intelligent TV parce que nous avons un programme alléchant pour vous. D'ici là, je vous dis au revoir et puis à demain pour d'autres rendez-vous sur l'Intelligent TV, la télé diffuseur officiel du SILA. Au revoir.